Fermez les yeux un instant. Imaginez cette sensation. Un désir intense surgit en vous, presque comme une étincelle, une urgence qui réclame son passage. Mais, avant même que vous puissiez le comprendre, ou peut-être même le savourer, une autre voix, froide et pesante, résonne au plus profond de vous. Vous ne devriez pas. C'est mal, vous ne le méritez pas. C'est la culpabilité, ce nœud à la gorge, ce poids sur la poitrine qui, si souvent, nous empêche de simplement être. Pourquoi le désir de quelque chose, la recherche de ce qui nous fait vibrer, est-il si fréquemment accompagné de ce fardeau, de cette ombre? Bienvenue à Au-delà de l'inconscient. Notre conversation d'aujourd'hui est une plongée profonde dans une question qui traverse chacun d'entre nous, à un moment de notre vie. Désirer est-il vraiment un péché? Nous allons explorer ensemble comment la psychanalyse, en particulier les idées de Sigmund Freud sur notre triptyque fondamental, désir, culpabilité, et les douloureux cycles de répétition qu'ils peuvent engendrer, peut éclairer ce conflit intérieur et nous aider à trouver des chemins plus légers, plus conscients, et qui sait, plus libérateurs. Si vous vous êtes déjà senti paralysé par cette bataille intérieure, cette vidéo est une invitation sincère à la réflexion. Restez avec nous. Au cœur de notre vie intérieure, palpite une force que la psychanalyse, avec Sigmund Freud, nous a aidé à nommer. Le désir. Non pas un vouloir superficiel, une envie passagère, mais quelque chose de beaucoup plus profond, un courant qui nous meut. Pensez au désir comme au grand ressort de notre psyché. Freud a appelé cette force « pulsion » ou « trieb » en allemand, un mot qui porte en lui l'idée d'une impulsion, d'une pression constante. C'est une énergie vitale, une sorte de moteur interne qui nous pousse incessamment. Imaginez une faim qui ne se rassasie pas seulement avec le pain quotidien, une soif qui recherche quelque chose au-delà de l'eau fraîche. Telle est la nature de la pulsion. Elle nous pousse à chercher, à créer, à nous connecter, mais aussi parfois, nous met sur une trajectoire de collision avec le monde et avec nous-mêmes. Il est important de comprendre, pour Freud, le désir, à son origine, n'est ni bon ni mauvais. Il ne naît pas avec une étiquette de « juste » ou « faux », « pécheur » ou « vertueux ». Pensez-y comme à la force d'un fleuve, il peut irriguer la terre et générer la vie. Mais il peut aussi déborder et causer la destruction. La question n'est pas dans la force elle-même, mais dans la façon dont elle coule et dont nous gérons son cours. Cette force primordiale recherche une satisfaction qui, curieusement, semble toujours être un pas plus loin, liée à une absence fondamentale qui nous constitue. Mais, si le désir en lui-même est cette force neutre, pourquoi revêt-il si souvent le manteau pesant de la culpabilité? Pourquoi avons-nous le sentiment de faire erreur en désirant simplement? C'est ici qu'une autre pièce maîtresse de notre psyché entre en scène, la moralité intériorisée. Cette voix qui juge ne n'est pas avec nous. Elle est soigneusement construite, brique après brique, tout au long de notre histoire. Freud a nommé cette instance le surmoi. Imaginez-le comme un gardien sévère, un juge intérieur, qui porte un livre de règles invisibles. Ces règles sont formées par l'intériorisation des normes, des interdictions, des valeurs, et des idéaux que nous absorbons dès le plus jeune âge. Qui sont les auteurs de ce livre de règles intérieures? Premièrement, nos parents et nos tuteurs, les premières voix qui nous ont dit « oui » ou « non ». Ensuite, l'école, la culture, la religion, la société dans son ensemble. Nous portons en nous l'écho de ces voix, qui nous disent ce que nous devons et ne devons pas faire, être ou, crucialement, désirer. Freud voyait le surmoi comme l'héritier du complexe d'Oedipe, le moment où les grandes interdictions et identifications s'établissent, modelant notre boussole morale, et, avec elle, notre capacité à ressentir une culpabilité qui peut être à la fois un guide et un tyran. Nous comprenons donc le désir comme cette force pulsionnelle et le surmoi comme notre code moral intériorisé. Mais comment, exactement, ce combat se déroule-t-il en nous? Pour nous aider à visualiser cette complexe arène intérieure, Freud a décrit 3 instances psychiques qui régissent notre vie mentale. Le ça, le moi et le surmoi. Pensez à eux comme aux personnages d'une pièce de théâtre intérieure, chacun avec son rôle. Le ça est notre partie la plus primitive, le réservoir brut des pulsions. Il opère totalement, selon le principe de plaisir. Il veut une satisfaction immédiate pour tous les impulsions, sans se soucier de la logique ou des conséquences. C'est l'enfant intérieur qui crie « Je veux maintenant !» Point. De l'autre côté, comme un contrepoint constant, se trouve le surmoi, notre agent moral. Il représente les règles intériorisées et les idéaux que nous nous efforçons d'atteindre. Si le ça est pur désir, le surmoi est, souvent, pure restriction. Nous comparons toujours à un idéal de perfection, et prêt à nous inonder de culpabilité lorsqu'il perçoit une faute ou un désir qu'il considère inapproprié. C'est une voix qui peut être si critique
qu'elle nous empêche d'avancer. Et qui tente d'équilibrer cette balance, de médiatiser ce bras de fer intense. C'est le rôle fondamental du moi, notre je. Le moi opère selon le principe de réalité. Sa tâche est d'être le négociateur entre les impulsions passionnées du ça, les exigences sévères du surmoi et les conditions du monde extérieur. Il recherche des moyens réalistes et socialement acceptables de satisfaire les désirs du ça, sans toutefois offenser outre mesure le surmoi. C'est une tâche épuisante, une quête constante d'équilibre, qui consomme une grande partie de notre énergie psychique. C'est de ce choc, de cette tension constante entre le vouloir du ça et le devoir imposé par le surmoi, avec le moi essayant de gérer le conflit, que naît la culpabilité, un affect si humain, si présent, et parfois, si dévastateur. Il faut différencier. Il existe la culpabilité que nous pouvons appeler consciente, ou réaliste. Celle que nous ressentons lorsque, effectivement, nous avons fait quelque chose, qui va à l'encontre de nos valeurs, ou que nous avons blessé quelqu'un. Cette culpabilité peut être un moteur pour la réflexion et la réparation. Mais la psychanalyse nous alerte sur une forme de culpabilité beaucoup plus insidieuse, la culpabilité inconsciente. Cette culpabilité inconsciente est comme une ombre persistante. Elle est diffuse, intense, et peut surgir, même si nous n'avons rien fait de mal. Il suffit du désir, de la fantasme considérée interdite par notre surmoi, pour qu'elle s'installe. Combien de fois nous sentons-nous mal sans savoir exactement pourquoi? Ou nous surprenons-nous à répéter des schémas d'autosabotage, comme si nous nous punissions pour quelque chose qui n'est même pas arrivé au niveau de la réalité. Telle est la force de la culpabilité inconsciente, sapant notre joie et notre puissance de vie. Freud, dans son œuvre « Malaise dans la civilisation », nous montre que la vie en société elle-même exige que nous renoncions à une partie de nos satisfactions pulsionnelles les plus immédiates. Pour coexister, nous devons différer, réprimer, transformer beaucoup de nos désirs. Cette renonciation est le prix de la civilisation, mais elle n'est pas sans coût. L'un de ces coûts est l'augmentation de la sévérité du surmoi, et par conséquent, du sentiment de culpabilité, qui devient un compagnon constant dans le parcours humain. Si la culpabilité est cette conséquence de notre dynamique intérieure et de la vie en société, que dire du désir lui-même? Est-il le méchant de l'histoire? La psychanalyse nous invite à questionner profondément l'idée que le désir est intrinsèquement pécheur. Comme nous l'avons vu, le désir est une force vitale, amorale, à son origine. Le costume de péché est un vêtement culturel, moral et religieux, qui a été cousu au fil des siècles, et que nous portons dès notre plus jeune âge. Différentes cultures et époques ont eu, et ont, des façons très différentes de gérer les désirs, certaines célébrant leur expression, d'autres les réprimant férocement. Ce qui est considéré comme un désir normal ou transgresseur varie immensément. Le regard psychanalytique ne cherche pas à juger le désir, mais à le comprendre. Quelle est sa fonction dans notre vie psychique? Quels sont ses destins? Comment se transforme-t-il? Se cache-t-il? Se révèle-t-il? Comment se connecte-t-il à notre histoire unique, à nos peurs et à nos aspirations les plus profondes? La question qui résonne dans le cabinet d'analyse n'est pas « ce désir est-il un péché ?» mais plutôt « que dit ce désir sur vous? D'où vient-il? Et que pouvez-vous faire avec lui pour vivre une vie plus pleine et avec moins de souffrance ?» Alors, si le désir n'est pas le problème en lui-même, pourquoi se transforme-t-il si souvent en une source d'angoisse, de douleur, de répétition malheureuse? Ici, la réponse psychanalytique est claire. La souffrance ne réside pas dans l'acte de désirer, mais dans la façon dont nous gérons, ou n'arrivons pas à gérer, la complexité de nos désirs et la culpabilité qu'ils peuvent susciter. La souffrance survient par exemple d'une répression excessive. Lorsque le surmoi est un tyran implacable, et que le moi, intimidé, nie systématiquement l'expression ou même la reconnaissance d'impulsions importantes, cette énergie ne disparaît pas. Elle se manifeste de manière déguisée, symptômes d'anxiété, phobie, compulsion qui nous emprisonnent, ou cette tristesse chronique qui semble n'avoir aucune raison. D'un autre côté, l'agir impulsif des désirs, sans aucun filtre ni réflexion, est également une voie vers la souffrance. Lorsque ça prend le contrôle total et que les désirs sont réalisés de manière immédiate, sans tenir compte des conséquences pour nous-mêmes ou pour les autres, le résultat peut être un cercle vicieux de comportements autodestructeurs, de relations chaotiques et un profond sentiment de vide. La satisfaction momentanée de l'impulsion remplit rarement le manque qui est à la racine de notre désir. C'est pourquoi la distinction entre désirer, fantasmer et agir est si cruciale. Fantasmer est un espace sûr et nécessaire. Le problème est lorsque le fantasme ne peut pas être élaboré, ou lorsque l'acte devient pure décharge, sans considération. Si tant la répression aveugle que l'agir effréné nous amène à répéter des schémas de souffrance,
quel serait le chemin vers une relation plus mature, plus consciente avec cette force vitale qu'est le désir? La psychanalyse nous indique l'importance de l'écoute de soi et de la connaissance de soi. Cela signifie, avant tout, créer un espace intérieur d'accueil pour reconnaître nos désirs, sans jugement immédiat. C'est se permettre de se demander honnêtement, que veux-je vraiment? Que me dit cette envie? Point. Et, fondamentalement, de questionner la culpabilité qui émerge. Cette voix critique qui m'accuse, est-elle vraiment la mienne, connectée à celle que je suis aujourd'hui? Ou n'est-ce que l'écho de vieilles interdictions qui n'ont plus de sens mais qui continuent à me hanter et à me faire répéter les mêmes erreurs? Le processus d'analyse personnelle, la thérapie psychanalytique, est une invitation à cette écoute profonde. C'est un espace sûr et confidentiel où, avec l'aide d'un professionnel, nous pouvons démêler les mandats sévères de notre surmoi, comprendre les messages chiffrés de notre inconscient et, progressivement, assouplir ces schémas rigides de pensée et de comportement qui nous font souffrir et répéter les mêmes douleurs. Il ne s'agit pas d'éliminer le surmoi, il est nécessaire, mais de le rendre plus compréhensif, moins un bourreau. Il est essentiel de comprendre. Ce voyage de connaissance de soi ne vise pas une libération inconséquente des désirs, comme si nous pouvions simplement ignorer le monde et les autres. Ce serait simplement une autre forme d'agir. L'objectif est beaucoup plus profond et transformateur. Construire une intégration consciente et responsable entre notre désir, notre ressenti, et notre agir dans le monde. C'est apprendre à faire des choix plus alignés avec ce que nous sommes vraiment, en assumant la responsabilité de ceux-ci. Un moi qui se renforce dans ce processus, qui a appris à dialoguer avec les différentes parties de lui-même, devient plus capable de gérer les conflits internes de manière créative. Il peut alors trouver des moyens de rechercher des satisfactions qui soient véritablement nourrissantes pour l'âme, qui soient en accord avec une éthique personnelle, une éthique du désir singulier de chacun, pas une morale universelle imposée de l'extérieur, et qui soit durable à long terme, tant pour nous que pour nos relations. Dans cette perspective, le désir cesse d'être vu uniquement comme une menace, une source de péché et de culpabilité, et il est reconnu et vécu dans toute sa puissance. Comme une extraordinaire source de vitalité, de créativité, de plaisir, de connexion et de transformation personnelle. C'est le moteur qui nous pousse à rêver, à construire, à aimer, à apprendre et à devenir pas après pas, la version la plus authentique de nous-mêmes, brisant les cycles de répétition qui nous emprisonnent. Nous arrivons à la fin de notre réflexion d'aujourd'hui, et j'espère que ce voyage, à travers la psychanalyse du désir et de la culpabilité, a touché quelque chose d'important pour vous. Nous avons vu que désirer n'est pas une erreur, mais une partie essentielle de ce qui nous rend humains. Le conflit et la culpabilité surgissent de la danse complexe entre nos pulsions les plus profondes et les règles que nous avons intériorisées. La psychanalyse nous offre un chemin pour comprendre cette danse, pour soulager le poids des culpabilités inutiles, et pour vivre nos désirs avec plus de conscience et de liberté responsable, brisant les schémas de répétition qui nous affligent tant. Comment cette conversation a-t-elle résonné en vous? Quels désirs, culpabilité ou schémas de répétition avez-vous pu identifier dans votre propre vie à partir de notre exploration? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre expérience enrichit notre communauté. Si ce contenu vous a touché, aimez, abonnez-vous, et partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre cela. À notre prochaine rencontre ici, à Au-delà de l'inconscient.